Chers participants au JMA, JCI Malagasy Academy, chers amis, bonjour. Aujourd'hui, on m'a demandé de partager quelques informations, quelques approches ou quelques détails ou éléments utiles dans tout ce qui est économie bleue et plus précisément dans tout ce qui est entrepreneuriat des jeunes. On va prendre quelques minutes ensemble pour développer ces thématiques. Bien évidemment, j'aurais aimé le faire en face de vous, mais compte tenu de la distance et de ma disponibilité en cette période et de la complexité de le faire en direct, en ligne, il peut y avoir des coupures d'électricité atelières, il peut y avoir l'instabilité de l'Internet. Il a été décidé de mettre en fait ces éléments en vidéo et de vous l'envoyer bien avant. Avant de rentrer dans ces thèmes, j'ai essayé de regarder déjà les profils des participants pour mieux vous connaître. Donc il y a des participants qui nous viennent de Blue Ventures, des gens qui travaillent en plein cœur de ce qu'on peut appeler l'économie bleue. Il y en a 10, il y a 8 qui viennent de la JCI et 5 sur 8 sont des entrepreneurs. Donc compte tenu de vos profils, compte tenu de vos expériences, des peu d'informations que j'ai sur vous, j'ai essayé d'adapter cette formation, de faire en sorte que ce soit des éléments qui vous sont utiles et qui vous intéressent, bien évidemment. Avant de commencer, permettez-moi de me présenter rapidement. Je suis Prosper Saloon, je suis entrepreneur depuis 2001, je suis un passionné de l'entrepreneuriat, de l'innovation, du leadership, de tout ce qui concerne le développement d'entreprises, la stratégie, la finance, le marketing et que sais-je. Donc, l'économie bleue, c'est un thème qui est assez nouveau, intéressant, et on va essayer de déblayer ça ensemble. Donc voilà, les objectifs de mon intervention peuvent être regroupés en 2 blocs. Donc tout ce qui est apprentissage et impact, dans un premier temps. Apprentissage, je pense que sur la thématique d'économie bleue, vous avez déjà des intervenants qui sont super calés, qui vous ont partagé pas mal de choses dessus. Moi, je vais surtout parler de la partie entrepreneuriat et surtout quel impact, au fait, on apporte. Parce qu'en tant qu'entrepreneur, on n'est pas juste là pour vendre des services, vendre des produits, faire des bénéfices. Il y a aussi ce qu'on appelle l'entrepreneuriat social. Mais même si on est dans l'entrepreneuriat, disons, à but économique, on peut toujours apporter de l'impact, ne serait-ce que par la création de l'emploi, par la mise en place d'une solution pour la communauté, même si cette communauté est appelée à payer les services qu'on offre. Tout ça, en fait, ce sont des éléments qui sont super intéressants. C'est pour ça que je parle et j'ose quand même appeler ça impact, peu importe où est-ce qu'on est, du côté de tout ce qui est rentabilité ou solidaire et social. Le deuxième volet va se porter sur tout ce qui est interaction et échange. Dans une formation comme ça, c'est une espèce d'atelier. L'objectif, c'est d'échanger, de donner son avis, d'écouter la vie des autres et de sortir, s'enrichir. Dans la vie, la seule chose qui coûte pas cher et qui diminue pas même si on le partage, ce sont les informations et les connaissances. Plus on partage, plus on devient riche, au contraire, parce que rien ne s'enlève de notre savoir, de notre savoir-faire, ni de notre savoir-être quand on partage. Pour cette deuxième partie, bien évidemment, on va se mettre, parce que pour ne pas couper le feeling et pour avoir un fil d'idées, une espèce de conducteur, on a fait en sorte que la première partie soit en vidéo, mais pour cette deuxième partie, je serai avec vous après cette vidéo en ligne pour qu'on puisse en débattre de vive voix. J'espère que l'électricité et l'Internet seront avec nous à ce moment-là. Commençons par se mettre en ligne, en fait, sur les termes économie bleue. Je suis sûr que vous en avez déjà parlé pendant les 3 jours que vous avez déjà passé avec les autres intervenants. J'amène un peu ma façon de voir les choses. L'économie bleue, pour moi, c'est la gestion des ressources océaniques, bien sûr, en ciblant la croissance économique, c'est-à-dire en créant de la valeur ajoutée, mais c'est aussi pour créer de l'emploi, pour créer de la valeur, pour pouvoir aider la communauté. Et c'est un peu tout ça, en fait, de manière à ce que tout se perpétue. C'est-à-dire que
Si on fait de la pêche, par exemple, qu'on ramasse pas tous les poissons aujourd'hui et demain matin, il n'y a plus rien. Il faut faire en sorte que ça reprend un peu le système d'économie circulaire, mais il faut en faire en sorte que ça soit durable, c'est-à-dire que ça perpétue, même si on n'est plus là, on a fait notre part, il y aura d'autres gens qui peuvent vivre et profiter de ces richesses que nous partageons tous. Donc l'économie bleue est une espèce de solution dans le monde très dynamique, très consommateur qu'on vit aujourd'hui. Aujourd'hui, on a des problèmes écologiques, environnementaux, etc. Et l'économie bleue, c'est une des solutions sur lesquelles on pense pouvoir s'appuyer pour créer en fait d'autres valeurs, pour créer d'autres économies, c'est-à-dire des façons de créer de l'argent, de créer de la valeur, de créer en fait des moyens de subsistance pour l'humain qui vit autour de ces ressources naturelles. Maintenant, parlons de l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est quoi? Là aussi, il y a plusieurs définitions. Moi, je prends une manière simple au fait. Pour moi, l'entrepreneuriat, c'est le fait de proposer des solutions. Par exemple, on donne du service. La formation, par exemple. Pourquoi on donne des formations? Parce qu'il y a des besoins de renforcement de capacité qu'on a identifiés. C'est pour ça que la formation existe. Donc on répond à une problématique, à des besoins. Et c'est pareil. On cherche des poissons dans l'eau. On les transforme, on vend. Il y a toute une chaîne de valeur. Les pêcheurs revendent aux marchands qui iront au marché. Ceux qui sont au marché les revendent soit à des consommateurs directs, des foyers, soit à des restaurateurs qui les transforment en de très beaux plats que d'autres gens consomment. À chaque niveau de chaîne de valeur, il y a des gens qui font des bénéfices, qui créent de la valeur, ce qu'on appelle de la valeur ajoutée, qui créent en même temps de l'emploi, mais qui créent et qui proposent des solutions. Donc l'entrepreneuriat, avant tout, c'est apporter des solutions, que ce soit en proposant des produits ou en proposant un service ou en proposant un mix de produits et de services. C'est quoi le préalable pour être entrepreneur? Je pense que c'est de pouvoir déjà identifier ce genre de problématique, ce genre de besoin. C'est de savoir donner par la suite la solution. Est-ce que si les gens ont envie de manger quelque chose, est-ce que je suis capable d'offrir une solution à cette problématique? Ça peut être des choses très simples. J'ai regardé par exemple le salon du tourisme en fin juin. Qu'est-ce qui s'est passé? On a invité des gens, Célis, vous connaissez, Mofakondrun Célis. En fait, c'est un monsieur qui fait des beignets de banane, qui est très connu. Ça va au-delà, sa notoriété en fait va au-delà de nos frontières, de Madagascar. Pourquoi? Parce qu'il y a un savoir-faire. Parce qu'il y a des gens qui font la queue pour acheter les beignets de banane de Célis. C'est le genre de choses, c'est-à-dire qu'il a proposé, parce qu'il sait qu'il y a des gens qui ont envie de manger des beignets de banane. Peut-être c'est par rapport à l'emplacement, peut-être c'est par rapport à la qualité, peut-être que c'est l'ensemble de tout ça avec des savoir-faire, etc., etc. Quand ces éléments sont là, maintenant il faut voir notre capacité en termes de ressources personnelles, financières, matérielles, parfois même technologiques. Pas forcément technologiques parce qu'il y a des machines, mais aussi technologiques parce qu'il faut des connaissances. Je regarde par exemple ce qui se passe, ce que vous avez visité comme entreprise, des élevages de produits halieutiques. Il faut des savoir-faire, ce sont des produits sensibles. Ou bien le travail de nos amis chez Blue Ventures par exemple, il y a des élevages d'algues. Il faut des savoir-faire, des techniques et tout ça, ça fait partie des ressources technologiques qu'il faut avoir. Des connaissances, savoir-faire qu'il faut avoir pour pouvoir avancer dans le déploiement de solutions auprès des consommateurs ou des acheteurs. Donc tout le monde, normalement, est apte à être un entrepreneur. Mais encore faut-il, il faut aimer prendre des risques. Calculer, certes, mais c'est quand même des risques. Il faut avoir de la passion
pour ce qu'on fait. Travailler dur dans un premier temps. La seule fois où le mot travail arrive après le mot succès, c'est dans le dictionnaire. Mais dans la vie, c'est le travail, l'implication, l'engagement, les efforts, la passion, la discipline. C'est tout ça qui amène le succès. Un entrepreneur, c'est quelqu'un de successful généralement. On voit des entrepreneurs qui ont réussi. Bien évidemment, il y a aussi plusieurs autres entrepreneurs qu'on ne connaît pas. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas réussi. Un tiers des entreprises qui sont créées chaque année ne dépassent pas les 5 ans. Ce n'est pas pour vous faire peur, mais c'est un constat. C'est nécessaire de voir ce constat et de comprendre pour pouvoir faire des efforts à aller au-delà, à dépasser en fait la problématique. C'est soit des problématiques de trésorerie, soit pas assez de clients, soit pas assez de développement, pas assez de vente pour générer les flux pour pouvoir payer en fait tout ce qui est charge. Ça s'appelle une perte. Quand les ventes sont moins importantes que les charges, on ne peut pas survivre. Sauf si on réinvestit parce qu'on a des approches, des stratégies, des tactiques pour renverser la tendance dans les années à venir. Mesdames et messieurs, dans l'entrepreneuriat, il y a plusieurs success stories. Des gens qui ont réussi. J'aimerais prendre l'exemple de Blue Ventures par exemple. C'est une grande réussite. Ils étaient là, ça se développe, ça avance. Il y a des savoir-faire, il y a des gens qui travaillent là. On crée de la valeur, même si c'est une organisation à but non lucratif. Ça s'appelle de l'entrepreneuriat social. Ce sont des bonnes initiatives de conservation marine, couplées avec le développement communautaire et qui transforment les pratiques locales et améliorent les moyens de subsistance. Quelles leçons on peut tirer de tout ça? Tout d'abord, on peut dire qu'il y a des stratégies gagnantes. Ces stratégies reposent sur la résilience, l'innovation et la collaboration. Tout d'abord, il faut comprendre les défis rencontrés. Pourquoi les gens ramassent déjà les poissons quand ils sont encore petits? Peut-être que c'est le fait de ne pas savoir, manque de formation, manque de connaissances, manque d'éducation. Mais aussi peut-être qu'ils n'ont pas pensé à une autre alternative plus innovante. Parfois, quand on parle de l'innovation, on ne s'attend pas forcément à Starlink, des choses connectées. Mais ça peut aussi être des approches simples, mais innovantes, qui changent la donne. Et ce sont des approches, certes pas trop compliquées, compréhensibles par tout le monde, et qui permettent de changer la donne. Donc les rôles ici, des intervenants, c'est d'inspirer, de guider, d'accompagner et de coacher en fait les gens dans ce qu'ils font déjà dans la vie quotidienne afin d'améliorer les choses. Améliorer la gestion durable, mais améliorer aussi le côté économique de la population. Pourquoi je vous ai parlé de ces exemples? Parce qu'il y a un volet entrepreneuriat, mais il y a aussi un autre volet. Comment on peut apporter un changement positif, comme on dit si bien la JCI? On amène un changement en étant leader. Et c'est là que la formation JCI Malagasy Academy entre en jeu. C'est une formation de leadership. C'est une formation de comment on fait en fait pour changer la situation, pour améliorer les choses, faire en sorte qu'il y ait des gens qui viennent nous prêter main forte pour apporter des changements, parfois radicaux, parfois simples, dans la vie de tout le monde, avoir de l'impact. L'impact ici, c'est quoi? C'est la création d'emplois. C'est la création de l'espoir. C'est-à-dire qu'on sait maintenant que quand on prend les ressources naturelles et qu'on arrive à mieux les gérer, on peut encore en prendre demain, après-demain, et il y en aura encore pour nos enfants. Et c'est ça l'économie bleue. C'est ça en fait le volet environnement durable et responsable de la chose. Et quand on est leader, on a des responsabilités. On a des droits, bien sûr, mais on a aussi des devoirs. Un grand pouvoir requiert une grande responsabilité. C'est ce qu'il a dit l'oncle de Spider-Man dans le film.
Donc, sans vouloir entrer dans un long processus, dans une longue formation de leadership, il y a deux volets que j'aimerais partager avec vous. C'est quoi un leader? Quelles qualités devrait-on avoir? Donc, premier volet, c'est vision et adaptabilité. C'est-à-dire, quand on est leader, on doit avoir la capacité de visionner l'avenir. C'est à partir de là qu'on travaille. J'aimerais que l'apartheid s'arrête, que tout le monde soit égal dans ce pays. C'était la vision de Nelson Mandela, Madiba, un grand leader. Nous travaillons pour que chaque population puisse avoir leur propre ordinateur chez eux, dans leur foyer. C'était la vision de Microsoft. L'ordinateur dans les années 70, c'est une grosse machine, comme une pièce de 4 mètres par 4, mais avec le temps, en facilitant l'utilisation, parce qu'avant, il n'y avait pas de fenêtre, Windows. Microsoft a révolutionné l'utilisation des machines complexes. Maintenant, c'est facile pour tout le monde. On utilise Windows presque partout. Et même quand Windows s'arrête, il y avait une panne. Récemment, c'était vendredi dernier, c'était peut-être la panique partout, dans les aéroports, dans les aérogares, des chaînes de TV qui ont été touchées, les bourses. Donc, pour revenir, il faut avoir une vision, tout d'abord, et l'adaptabilité. C'est-à-dire qu'en tant que leader, on ne doit pas être rigide, on doit aussi avoir de l'écoute. Pour pouvoir amener des gens vers un futur mirobolant qui intéresse les gens, il faut parfois savoir laisser un peu des siens, mettre un peu d'eau dans son vin, comme on dit. Donc, l'adaptabilité. Donc, le leader, c'est quelqu'un qui a la capacité d'anticiper le changement. Quand on vient, en fait, voir les pêcheurs, on a dans son sac des formations, des informations partagées, mais on ne vient pas juste, on dépose. Il y a des démarches, un processus, en fait. Le leadership s'apprend. Le fait de savoir parler, ça fait partie intégrante du leadership. La communication est un des points clés du leadership. Pour pouvoir changer des gens, pour pouvoir amener les gens avec soi, il faut savoir les convaincre. Pour pouvoir les convaincre, il faut savoir les parler. Pour savoir les parler, il faut mieux les connaître. Et c'est ça un leader. Deuxième volet qui est intéressant et qu'on doit à Madagascar vivre des valeurs intéressantes, c'est l'éthique et la responsabilité. Je fais ce que j'ai dit. Faire ce qui est équitable, ce qui est juste, ce qui est acceptable en fait, par rapport aux réglementations et lois en vigueur. L'intégrité fait partie intégrante de la personnalité d'un leader. On ne peut pas être leader si on se verse dans la corruption. Si on doit payer quelqu'un pour qu'ils adhèrent à notre avis, à notre idéologie. Un leader, c'est quelqu'un qui inspire la confiance. C'est quelqu'un qui est juste. C'est quelqu'un qui fait ce qu'il faut. Donc, comment on développe tout ça? Il faut entrer dans des réseaux. La JCI. Je ne fais pas la pub pour les autres. Mais il y a plein de réseaux. Entrez dans ces réseaux. Regardez c'est quoi la valeur de cette organisation. Est-ce que ça se marie avec mes propres valeurs? Si oui, j'avance. Sinon, j'ai vu, j'ai testé, ça ne me correspond pas, je vais dans un autre. Il n'y a pas d'obligation qu'on soit obligé d'être dans une organisation bien définie. On peut changer d'organisation. Il y a les formations en ligne, les podcasts, parler avec les gens, échanger. Vous êtes tous des participants. Gardez les liens, gardez les contacts. Revoyez-vous de temps en temps plus tard. Échangez sur comment vous avez vécu au fait les choses que vous avez prises de cet atelier de formation. Comment vous le transformez en des choses réelles dans votre vie quotidienne. Ma présentation touche malheureusement à sa fin et on va passer à la séance de questions-réponses. Et ce serait avec plaisir que je vous écoute et que je vous partage mon point de vue. Sur ce, je vous remercie tous et je vous souhaite encore une fois déjà
plein de succès dans votre vie, chacun, chacune, que vous puissiez mettre en place ce que vous avez eu ici comme outil, que vous puissiez pratiquer en fait ces éléments pour que vous soyez des ambassadeurs de changement dans ce monde. Merci beaucoup, à très bientôt.